RMC, After Espagne. Nicolas Jamin. Salut à tous, bienvenidos a todos, bienvenue dans l'After Espagne de votre podcast 100% Liga avec cette semaine, comme chaque semaine, le taulier de l'épisode. Edgar Grolot est avec nous en direct de Madrid. Salut Edgar. Salut messieurs, en direct du centre d'entraînement du Real Madrid aujourd'hui, exceptionnellement. Je croyais que c'est ton jardin, je croyais. Bon, il n'en est pas encore là, il n'a pas encore les moyens de s'acheter un jardin à Madrid. Rémi Dumont est avec nous, salut Rémi. Salut Nico, salut tout le monde. Et puis notre invité exceptionnel cette semaine qu'on est très heureux d'accueillir dans le podcast After Espagne. Julien Escudé est avec nous, salut Julien. Bonjour à tous. Salut Julien. Julien, en direct d'Espagne également, puisque tu as fait le choix de rester vivre en Espagne. Et on le comprend, évidemment, Julien. Pourquoi d'ailleurs ? Il est dans le jardin de Julien, en fait, à Madrid. Ouais, oui. Julien, je te demandais pourquoi tu es... Moi, je suis né, il faut savoir, même si sur mon lieu de naissance, je suis né à Chartres, mais pour moi, je me considère béarnais de Pau, à la base, oui. Donc je suis à 110 km de Saint-Sébastien. Donc l'Espagne m'a tiré depuis de longues années, c'est pour ça que j'ai joué là-bas. Et Madrid, parce que j'adore la ville. Sincèrement, je pense que vous êtes tous venus une fois à Madrid, et la ville est exceptionnelle. Et donc pour une après-carrière, s'installer, voir du beau football, des beaux stades, un beau championnat, il fallait s'installer à Madrid. Pas de doute, la vie est plus douce à Madrid et en particulier. En Espagne, Julien, je rappelle, tu es aussi consultant pour Radio Marca, Movistar, plus de 500 matchs professionnels, international français, Rennes, Ajax, Beşiktaş et donc 7 saisons au CVFC. Il y a aussi 2 Coupes d'Europe qui traînent par là, au palmarès de Julien Escudé, 2 Coupes d'Espagne aussi. Alors on est ensemble les amis cette semaine, car c'est la dernière du podcast Espagne de l'année 2025 pour faire le bilan de la presque mi-saison de la Liga avec 16 ou 17 matchs joués, vos tops, vos flops, clubs, entraîneurs, joueurs, qui vous a plu, qui est passé à côté pour l'instant dans cette saison de Liga et projection également sur 2026. Vous écoutez l'After Espagne, le dernier de l'année, c'est parti. On va commencer par le joueur de la mi-saison en Liga selon vous. Est-ce qu'il y aura débat ? Je crois qu'il y a 2 des 3 choix qui semblent assez évidents. Je commence avec toi, mon cher Edgar. Qui est ton joueur de cette première partie de saison en Liga ? Je suis obligé de parler de Kylian Mbappé, qui pour moi était au-dessus du lot. Il est au niveau auquel tout le monde avait envie de le voir depuis son arrivée en Espagne. Et cette fois-ci, il montre vraiment le joueur qu'il est, contrairement à la saison passée où il avait eu des difficultés. Et surtout, je me pose la question, où en serait le Real Madrid sans Kylian Mbappé, parce qu'il les a sauvés maintes et maintes fois cette saison, et particulièrement en Liga. Sincèrement, vu du stade, il est impressionnant et il est passé, j'ai l'impression, même à un autre niveau dans ses prises de décision, dans ses accélérations, dans les petits espaces. On retrouve le Kylian Mbappé qui manquait à beaucoup, qui manquait aux supporters du Real, qui manquait aux supporters de l'équipe de France, et j'étais obligé de le choisir comme joueur de la mi-saison. Rémi ? Aussi, parce que je suis toujours d'accord avec Edgar, mais surtout rappeler les statistiques de Kylian Mbappé cette saison avec le Real Madrid, toutes compétitions confondues, 23 matchs, 28 buts, 5 passes décisives, meilleur buteur de la Liga actuellement avec 17 buts, meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 9 buts, et donc meilleur buteur du Real Madrid tout court avec 28 buts. Et puis rappeler aussi que déjà la saison dernière, c'était sa première saison au Real, il avait été critiqué, il a eu des moments un petit peu compliqués, mais il avait quand même terminé meilleur buteur d'Europe, Pichichi, 44 buts, c'est ça qui est impressionnant. Là il est en mode, j'ai l'impression, déjà Coupe du Monde, il est lancé, il semble surtout en mission, celle de ramener un titre au Real Madrid et puis arriver en parfaite condition pour la Coupe du Monde et pour aller décrocher une 3e étoile. Et je trouve que là il met tout le monde d'accord, tout simplement. Je veux entendre Julien Escudé également sur Kylian Mbappé cette saison, qui a des stats folles, c'est vrai. Il y a un débat, une petite musique un peu étrange aussi en France autour de Kylian Mbappé, qui certes marque beaucoup de buts, mais certains disent attention, peut-être qu'il a déréglé un peu la machine du Real Madrid. Est-ce que c'est audible comme débat pour toi, ou est-ce que c'est une honte ce débat, Julien ? Non, on peut toujours, son adaptation, il y a toujours eu une phase et ça n'a pas été facile pour lui, changer de club, de culture, et puis le statut que tout le monde attendait lorsqu'il est arrivé ici à Madrid. Maintenant, quand on voit les statistiques, est-ce qu'il est l'influence qu'il peut avoir dans le jeu, comme devant le but, donc sincèrement, il n'y a pas de débat sur ça.
C'est vrai que ces derniers temps, bon, avant qu'il signe à Real Madrid, tout le monde pouvait dire bon, on attend parce qu'on parle beaucoup de lui, on pense que c'est un grand joueur, mais on veut voir dans un grand club, comme disent les Madrilènes et ceux du Real Madrid. Ben là, on voit déjà dans une deuxième saison l'importance qu'il peut avoir dans le système. On est toujours un peu dans le débat avec Vinicius, l'adaptation des deux, comment, la connexion, mais lui, on sait qu'il est au top. Il joue les matchs, il n'est pas blessé, très influent, peut-être moins participatif, mais au niveau des stats, ce qu'on leur demande, c'est qu'il marque des buts. Et actuellement, c'est ce qu'il fait au quotidien, à chaque match du Real de Madrid. Ouais. Voilà pour Kylian Mbappé, le choix de Rémi et d'Edgar. Quel est ton choix, ton top de cette mi-saison en Liga, Julien ? Moi, je tournais plus sur le Barça et sur l'influence que peut avoir Pedri. C'est vrai que c'est un joueur que j'adore voir jouer et c'est un joueur qui est d'une importance énorme dans le système de Flick. On l'a vu quand il a été blessé, il a eu 5-6 matchs où il n'a pas joué et vraiment c'est ce rôle de relayeur, ce rôle de 10, ce rôle de récupérateur. En fait, il est positionné partout, ce volume de jeu aussi qu'il peut avoir. C'est quelque chose d'exceptionnel. Une partie qu'on découvre aussi, parce qu'on le voit beaucoup avec le ballon, mais dans ses récupérations de balles aussi, au niveau des statistiques, quelque chose qu'on voit peut-être moins par rapport à Pedri, mais qui est très important. Et puis, c'est le ballon collé au pied, la tête levée, facile avec les deux pieds, toujours le sens de la verticalité dans ses passes, toujours recherché devant. Non, vraiment, pour moi, dans le système, c'est vraiment un joueur qui a énormément d'influence. Et très important pour la sélection aussi. C'est ce qu'on dit également en Espagne, Edgar, aujourd'hui, l'élément capital, plus que Yamal, plus qu'un Rafinha qui revient certes de blessure, c'est Pedri en Catalogne, au Barça ? Bien sûr, en tout cas dans le jeu de ce FC Barcelone, tout passe par lui et c'est lui qui amène l'équilibre de cette équipe, qui décide aussi quand il faut accélérer, quand il faut ralentir, comment gérer les matchs et j'ai l'impression qu'il joue surtout avec de plus en plus de maturité et effectivement, comme le disait Julien, il y a beaucoup de choses qui se voient pas forcément dans les statistiques et c'est vrai que c'est un petit peu le seul domaine quand on le compare à d'autres milieux de terrain où parfois il souffre dans les débats, ce sont les statistiques, mais c'est parce que c'est son style aussi de jeu et même au niveau des statistiques, je trouve qu'il a énormément progressé dans la frappe de balle depuis 1 an et demi maintenant, donc je pense qu'il va continuer à grimper, il va continuer à progresser et je pense que si le Barça est performant les prochaines années, évidemment que ça passera par Pedri et Lamine Yamal bien sûr, mais avant d'arriver à Lamine Yamal, il faut d'abord que Pedri touche le ballon. Et que le ballon passe par Pedri, 23 ans, le milieu de terrain défensif, offensif du FC Barcelone. Alors, le flop de la mi-saison. Tiens, je commence avec toi, Rémi. Quel est ton flop ? Alexander Arnold. C'est dur ça. C'est dur parce qu'il a été blessé, c'est vrai, mais je trouve que quand il a joué, il n'a pas forcément montré beaucoup de choses. Alors après, on sait que les premières saisons au Real Madrid sont jamais forcément excellentes, à part pour les extraterrestres. Lui, c'en est pas un, c'est un être humain, Trent Alexander-Arnold. On voit en statistique 18 matchs, 0 but, 0 passe décisive, 887 minutes jouées, 20 matchs ratés sur blessure depuis qu'il est au Real Madrid. Il faut rappeler qu'il est arrivé cet été pour jouer d'ailleurs la Coupe du Monde des clubs et le Real Madrid a déboursé 10 millions d'euros pour l'avoir plus vite parce qu'à la base il était en fin de contrat avec Liverpool et devait attendre avant de signer entre guillemets pour pouvoir jouer. Voilà, je suis déçu parce que j'en attends beaucoup en fait. J'aurais aimé le voir jouer plus souvent, le voir vraiment au top de sa forme parce que je pense qu'avec Alexander Arnold dans son équipe, le Real Madrid serait plus fort, notamment sur les coups de pied arrêtés et voilà dans la construction du jeu parce que c'est un latéral moderne qui est capable de défendre, pas beaucoup parce qu'il ne faisait pas beaucoup à Liverpool, mais surtout qui est capable de dicter aussi le jeu par sa vision de jeu, par son pied droit. Toi, Julien, l'ancien défenseur central, latéral également, est-ce que tu prédis des jours meilleurs pour Trent Alexander-Arnold ou tu as un doute ? Ça va être difficile, ouais. C'est vrai que de ce qu'il montre actuellement, déjà son engagement, son implication, tu sais, c'est très important aussi en Espagne, et surtout au Real de Madrid. Quand tu commences dans un club, tes premiers matchs et les sensations qu'il peut donner au public. Et c'est vrai que c'est un grand changement aussi. Il ne faut pas oublier que pendant des années, il était dans un club, dans un championnat, donc ses habitudes. Et puis là, c'est complètement une autre dimension, une autre culture. En plus, il y a Carvajal qui était quand même sa concurrence. Il ne faut pas oublier que quand derrière
côté de toi, tu as quand même le capitaine du Real Madrid qui te titille en termes de concurrence, qui est derrière, et les attentes sont énormes. C'est pas évident. Donc pour lui, il va falloir qu'il travaille beaucoup plus. Physiquement aussi, qu'il se maintienne, parce que bon, il y a du turnover, il y a un nouveau coach, mais il faut vraiment qu'il s'implique par rapport au niveau physique et sa régularité. Et puis bon, après, tout peut se passer. C'est vrai que ses débuts n'ont pas été bons. Il y a une deuxième partie de saison, il y aura des matchs importants, il y aura des matchs à élimination directe. Donc c'est là où on va attendre vraiment ses capacités et ses possibilités. En plus, il aura vécu un laps d'adaptation. Donc on espère voir le meilleur visage de Terence Arnold. Pas de retour avant début février. Ouais, parce qu'il est blessé encore musculairement, tout ça. Exactement. Edgar, quel est ton flop mi-saison ? Moi, c'est une équipe, c'est l'Athletic Club de Bilbao. Sincèrement, je pense que quand on suit le football espagnol, on peut que être déçu par la saison pour l'instant que sont en train de proposer les hommes d'Ernesto Valverde. Surtout qu'ils avaient, à mon sens, réussi un superbe été parce qu'ils avaient fait une très très bonne saison la saison passée. Ils avaient gardé leurs hommes forts, à commencer par Nico Williams qui a prolongé. Et je pense que si Nico Williams a prolongé, c'est parce qu'il voyait aussi en ce projet, peut-être et en cette saison, l'année qui allait faire passer un cap à sa carrière, mais aussi au club, parce que le club retrouvait la Ligue des Champions après 10 ans sans être en Ligue des Champions, parce que le club gardait, on le disait, ses meilleurs éléments, mais avait aussi renforcé quelques postes. Donc c'est très décevant, surtout qu'on a une équipe qui se basait sur l'assise défensive et qui cette saison est beaucoup moins solide. Alors ils ont eu énormément de blessures, ça a énormément joué, mais mine de rien je suis déçu par certains joueurs comme Yann Sanset par exemple qui n'a pas répondu présent quand justement il avait besoin de passer ce cap pour répondre présent quand Nico Williams, quand Iñaki Williams n'était pas là, et déçu aussi par Ernesto Valverde parce que il y a une déclaration qui est restée en travers de la gorge de certains supporters et que moi j'ai pas compris quand il dit la Ligue des Champions c'est pas notre compétition, ça nous prend de l'énergie pour les dimanches. Bon, par rapport à la Ligue des Champions c'est pas génial évidemment, mais là on parle de la Liga. Même par rapport à la Liga, tu peux pas te servir de ça comme une excuse, surtout qu'il avait dit ça après une défaite face à Getafe. Pour moi, cette équipe, malgré les blessures, a de quoi faire beaucoup mieux que ce qu'ils sont en train de proposer. Et on l'a vu sur certains matchs, comme face à l'Atlético récemment, comme face au Paris Saint-Germain. Ils ont toujours les qualités pour être bien meilleurs que ce qu'ils sont en train de proposer pour l'instant. Le flop d'Edgar, Bilbao pour l'instant. Julien, tu as aussi choisi une équipe pour ton flop mi-saison en Liga. Ouais, on reste au Pays Basque. Je ne sais pas si c'est la tendance en ce moment, mais pour moi aussi, je parle de la Real Sociedad. La Real Sociedad par rapport déjà à son classement, bien évidemment, on l'attendait vraiment pas là et le voir si bas. Bon, après, il faut essayer de comprendre un peu en amont qu'est-ce qui a pu se passer, changement d'entraîneur, nouvel entraîneur qui n'est pas resté. Maintenant, c'est pour ça. Donc, on voit un peu l'instabilité du club. Et aussi ces phases de transition, je rappelle ça aussi par rapport à Villarreal ou sinon le FC Séville, où quand pendant des années tu joues la Ligue des Champions, tu construis un effectif, il y a une qualité au niveau de l'effectif qui est là, et après ça, il commence à avoir des changements, il commence à avoir des transferts, il commence à avoir des départs, et là ça devient très difficile de pouvoir maintenir ce niveau-là. Et là on est en train de découvrir entre un changement d'entraîneur, des départs qu'il y a eu comme l'a pu être le Normand, Merino il y a 2 ans, cette année la grosse influence que pouvait avoir Zubimendi au milieu de terrain, eh bien, on retrouve une équipe très moyenne, une équipe qui a du mal à se trouver dans le jeu, qui a mal débuté, une mauvaise dynamique, et à partir de là, difficile, même s'ils ont recruté quand même des bons joueurs. On parle au niveau offensif, à Guedes et à Soler, mais de grosses difficultés, et maintenant, l'année prochaine, il n'y aura sûrement pas, au vu du classement, une compétition européenne, ça va être difficile. Donc voilà, de ce qu'on a pu goûter, de ce qu'on a pu vivre des épopées européennes de la Real Sociedad, de son centre de formation, mais là très déçu cette année de ce qu'ils sont en train de montrer sur le terrain. T'as raison, après 16 journées, 15e de Liga, il est plus question de maintien pour la Real Sociedad que d'Europe cette saison. Pour l'instant, en tout cas, les pauses rapides dans le podcast After Espagne, quelques secondes et on revient pour découvrir les coachs mi-saison de Rémi, Edgar et Julien Escudé. À tout de suite. Le podcast After Espagne avec Rémi Dumont, Edgar Grolot et notre invité exceptionnel, donc Julien Escudé. Alors après les tops, les flops de la Liga, quel est votre coach de cette mi-saison ? Si vous ne suivez que le Real, le Barça et l'Atlético, restez avec nous, vous allez apprendre à découvrir quelques profils intéressants, dont celui d'Edgar justement. Edgar, quel est ton coach mi-saison ?
Manolo González, l'entraîneur de l'Espagnol de Barcelone. J'aime beaucoup ce choix. On voit le classement. Ça parle de soi, hein, évidemment. Espagnol 5e, alors qu'il bataillait l'année dernière pour se maintenir. Et surtout, j'ai beaucoup aimé une phrase d'un collègue de Julien Escudé, justement, Miguel Quintana, qui est un analyste connu en Espagne. Il dit: le plus important dans la vie, c'est de se connaître soi-même, et l'Espagnol se connaît parfaitement. Et effectivement, j'ai l'impression que Manolo est en train de parfaitement exploiter les qualités de son équipe. C'est l'équipe qui a le moins le ballon en Liga en termes de possession. Mais c'est une équipe qui pourtant frappe énormément au but, qui va au bout de toutes ses actions, qui se projette très très vite, qui est extrêmement efficace sur les coups de pied arrêtés aussi. Ils ont finalement travaillé au maximum toutes les qualités, toutes les compétences qu'ils ont au sein de leur effectif. Et on parle souvent, par exemple, des kilomètres parcourus sans ballon pour parler de l'effort d'une équipe. Mais quand on regarde les kilomètres parcourus avec ballon, c'est-à-dire les appels, les efforts, toutes les propositions qu'il va y avoir, l'Espagnol, c'est l'équipe qui court le plus avec ballon, parce qu'elle se projette très vite, mais aussi parce que tout le monde fait les efforts, et donc il y a toujours une solution pour le porteur de balle. Et ça, c'est l'œuvre du coach, évidemment, c'est l'œuvre de ces soldats qui le suivent à la perfection. Et sincèrement, grand coup de chapeau pour ce qu'ils sont en train de faire. C'est impressionnant, et ce serait assez dingue de les voir jouer la Coupe d'Europe quand on sait à quel point ils ont pu souffrir sur les dernières années. Et Manolo González, attention, personnage, hein, peu connu en France. Mais tu m'étonnes qu'il court ces joueurs. Il a une vraie histoire. Je rappelle qu'en 2017, il était encore chauffeur de bus. Manolo González, donc il y a 8 ans de ça, à la tête de Badalona en 3e division espagnole. Il est arrivé après à l'Espagnol Barcelone grâce à des exploits en Coupe du Roi, entraîneur de la réserve, puis intérim avec l'équipe première de l'Espagnol, puis remonté en Liga, puis derrière aujourd'hui 5e de Liga. Et aussi, c'est un personnage, hein, Julien. Je ne sais pas si tu l'écoutes parfois en conférence de presse, il est très cash, très direct, un discours assez clair. Manolo González, il est assez populaire, quoi. Exactement, je crois que c'est ce qu'on aime bien aussi dans le football, avoir des personnages comme ça, avec des parcours de vie assez exceptionnels, se projeter dans le monde professionnel comme ça, et puis arriver à durer. C'est vrai que Manolo, l'année dernière, c'était le premier sas où il venait de remonter, c'était pas évident, et puis ils avaient une manière de jouer un peu plus en Ligue 2, où ils avaient beaucoup de possession de balles, et dès que tu montes en première, l'intensité n'est pas la même. L'exigence n'est pas du tout la même. Il était à 2 doigts d'être licencié par les mauvais résultats. Et finalement, le club l'a maintenu, le club l'a soutenu. Et grâce à ça, ils ont réussi à se stabiliser. Et ce que je retrouve cette année, c'est vraiment cette capacité d'adaptation qu'a eu l'entraîneur à son effectif aussi, de jouer différemment, de comprendre un peu la première division et surtout après d'enclencher, d'être l'esprit, on va dire, de groupe. Et quand la dynamique est bonne, on voit 5e de la Liga, avec un super entraîneur qui est vraiment très particulier, un football très vertical, défendent bien maintenant, ils défendent beaucoup mieux que ce qu'il y avait l'année dernière, et à partir de là, ça donne des bons résultats. C'est intéressant, c'est un ex-chauffeur de bus qui ne le met jamais dans ses matchs, le bus devant son but, que ce soit face au club moyen, petit ou gros club de la Liga. Voilà, Manolo González, le choix d'Edgar Grolot. Toi aussi, Julien, hein, tu t'intéresses à une autre équipe qui développe un beau football en Liga, qui est une bonne surprise. Exactement, ouais. Je reviens sur le promu Elche avec son entraîneur, avec Eder Sarabia. C'est vrai que c'est la bonne nouvelle du beau football, avec un effectif qui est ce qui est. C'est le championnat, on le connaît, le championnat espagnol, on va dire peut-être plus technique et jovial. Et finalement, Eder qui a réussi à mettre en place avec ses joueurs ce que j'apprécie beaucoup dans son système, dans ce que je vois vraiment dans ses déplacements avec et sans ballon, dans ce jeu vraiment de possession, de jeu entre les lignes, de jeu en triangle. Sincèrement, on voit, ils ressortent de derrière, ils n'ont jamais peur d'avoir le ballon. Ça me rappelle un petit peu le Girona d'il y a 2 ans. Et là, de voir Elche aussi prôner ce football-là, en étant un promu, ça montre aussi les capacités de l'entraîneur d'imposer aussi son système, de le faire comprendre à ses partenaires, à ses joueurs. Et je trouve ça très très bien et vraiment beaucoup de plaisir, moi, à chaque fois, à les voir jouer. Parce qu'ils essayent, parce qu'ils tentent, parce qu'ils jouent. Ils peuvent perdre, mais à chaque fois avec la même idée. Et sincèrement, on les voit aussi en championnat, ça porte ses fruits. Ils sont au milieu de tableau, ils ont des résultats, donc c'est très, très, très important et très, très bien pour l'entraîneur. Ouais. Elche, exactement, 11e de Liga, une très très bonne surprise pour Eder Sarabia et son équipe. Rémi, pardon. C'est Villarreal et Marcelino, parce que j'aime beaucoup cette équipe, j'aime beaucoup ce que Marcelino en fait avec des joueurs qui sont passés par la Ligue 1. Villarreal, c'est 3e cette saison, 35 points, surtout Marcelino qui est arrivé pour son 2e passage à Villarreal, c'est 95 matchs, 49 victoires, 22 nuls, 24 défaites, 189 buts marqués,
242 encaissés, 1,78 points par match. Surtout depuis qu'il est revenu à Villarreal, il n'a fait que 2-0-0. Donc c'est une équipe vraiment qui propose du jeu, qui est assez spectaculaire à regarder. Troisième de Liga donc cette saison avec 31 points, 11 victoires, 2 nuls, 2 défaites. 31 buts marqués, c'est la troisième meilleure attaque avec notamment Miko Tadze qui fait pas mal de choses là-bas. 13 buts encaissés, c'est la première défense et je pense surtout à des joueurs comme Pape Gueye qui font pas beaucoup de bruit et qui sont ultra efficaces, qui se sont fondus dans l'effectif et qui aujourd'hui en sont des titulaires indiscutables. J'aime beaucoup ces joueurs parce que voilà, la saison dernière ils en ont perdu quelques-uns, dont notamment Tierno Barry qui est parti en première ligue. Cette saison c'est Logan Costa qui est un pilier de la défense qui s'est blessé, qui s'est fait les croisés, il reviendra en 2026. Mais voilà, il y a pas mal de bons petits joueurs, je trouve, comme on dit, et quand tu mélanges tout ça, ça donne une très belle équipe, je trouve, avec un jeu assez séduisant. Bon, Villarreal, ça peut tenir, ça va tenir, tu penses podium ou top 4, Julien? Pour l'instant, vu les résultats, et c'est hyper étonnant de ce que je vois entre ce qu'ils prennent en Ligue des Champions. Moi, j'ai toujours pensé que Villarreal en Ligue des Champions, c'est un jeu offensif, ça joue et tout ça, et finalement, ils ont eu des résultats catastrophiques, ils viennent d'être éliminés en coupe. Et en fait, je pense qu'ils se focalisent beaucoup au championnat. C'est quelque chose aussi que nous, on a connu quand j'étais à Séville, de se dire que on se bat parce qu'au niveau des rentrées financières, il faut la Ligue des Champions chaque année. Et il faut être à Ligue 1. Il faut être 4e du championnat. Il faut gagner notre 2e championnat dans ce championnat. Parce que devant, il y a Real, Barcelone, Atlético Madrid. Et donc la 4e place, elle est cruciale financièrement pour pouvoir développer, racheter. Et c'est vrai que Villarreal, cette année, font des très bonnes choses. Ouais. Juste rappeler, Villarreal, c'est le 8e budget de Liga, 125 millions d'euros. Ils sont 3e actuellement. Et en Ligue des Champions, ils sont 35e sur 36. Voilà pour Villarreal. 35 points pour l'instant, qui n'a joué que 15 matchs, qui a encore 1, voire 2 matchs en retard par rapport aux autres, qui peut se rapprocher même du Real Madrid en cas de victoire dans ce match en retard. Alors, il est l'heure de dégrainer vos équipes types, Rémi et Edgar. Et je veux Julien comme arbitre. Vous allez chacun donner votre équipe type après ces 16 journées. Et c'est Julien qui va choisir quelle est la plus pertinente. D'accord ? Avec plaisir. Je commence avec toi, Edgar. Quel est ton 11 mi-saison de Liga ? Alors, dans les cages, Thibaut Courtois, parce que, encore une fois, c'est un petit peu comme Kylian Mbappé. Sans Thibaut Courtois, on se demande où on serait le Real Madrid. À gauche, j'ai mis le joueur du Rayo Vallecano, Pep Chavaria, qui a passé vraiment un cap cette saison, qui est vraiment un latéral offensif moderne, qui apporte énormément offensivement, mais qui fait aussi le boulot défensivement, mais surtout qui est très très bon dans les duels, très très rapide. En défense centrale, j'ai mis un duo Rafa Marín. Alors, Rafa Marín de Villarreal, donc, qui n'est pas forcément l'un des tout meilleurs centraux de Liga, mais par contre, je voulais récompenser le collectif de Villarreal, qui est la meilleure défense. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément énormément d'individualité qui ressortent de cette équipe, parce que c'est une équipe qui fait beaucoup tourner et qui a vraiment un collectif très très fort. Donc Rafa Marín qui vient récompenser, on va dire, le collectif de Villarreal, et qui a individuellement des qualités de relance notamment qui sont très très bonnes. Eric Garcia à droite de la défense, à droite de la défense centrale, qui est je pense le défenseur le plus fiable de cette équipe du FC Barcelone cette saison. Et puis à droite, Marcos Llorente, qui lui aussi, je voulais placer un joueur de l'Atlético, Marcos Llorente, qui progresse énormément, je trouve, et j'adore sa trajectoire de carrière, d'avoir reculé un petit peu et maintenant d'être un très très bon latéral droit et une vraie option pour l'Espagne. Edu Exposito au milieu de terrain, qui est l'un des joueurs les plus importants de l'Espagnol Barcelone. Pedri, évidemment. Fornals du Betis, qui est l'un des meilleurs milieux de terrain d'Espagne. Et puis devant, pas de surprise, Ferran Torres, Kylian Mbappé, Lamine Yamal. J'ai même pas besoin de vous expliquer ces 3 choix. La réaction de Julien dans un instant. Rémi d'abord, ton nom 11 type Liga. Un 4-3-3 avec notamment Suazo pour faire plaisir évidemment à Julien Scudé, parce que c'est un Sévillan et je trouvais qu'en partant libre de Toulouse, j'avais du mal à le situer. Je trouve qu'il réussit super bien puisque c'est l'un des 5 joueurs les plus utilisés à Séville cette saison. Évidemment en défense, Garcia parce qu'il sait tout faire, Koubarsi parce qu'il a 18 ans, on a l'impression qu'il en a 25 voire 30. Koundé parce que c'est l'un des meilleurs latéraux droits au monde. Pape Gueye pour faire référence à Villarreal et ce qu'on disait tout à l'heure, Pedri et Roré Guizar, parce que pour moi c'est une révélation, ce jeune espagnol de l'Athletic Bilbao. Et puis devant Rafinha parce que 5e au Ballon d'Or, c'est voilà. Yamal parce que c'est Yamal et qu'il continue même de rien quand même à performer. Et Kylian Mbappé pour ce qu'on a dit en début de podcast pour ceux qui nous suivaient. Et voilà, je trouve que c'est une équipe assez séduisante. Julien, est-ce que c'est cohérent ce que tu as entendu là sur les 2-11 d'Edgar et Rémi? Est-ce qu'il y a une aberration? Est-ce qu'il y a un joueur qui manque là-dedans, que tu aurais ajouté?
Non, sincèrement, je vois. Non, sincèrement, bien. Il y a un bon mélange. Bon, c'est vrai que pour l'aspect offensif, on retourne plus ou moins les mêmes. Mbappé en tête d'affiche, Lamine Yamal, des points. Rafinha, peut-être que là sur ces derniers, mais début de saison qui a été un peu plus compliqué. Ferran, bon, qui est plus sur le côté, mais qui a une efficacité exceptionnelle. C'est vrai que pour Edgar, j'aime bien Fornals, Esposito. Je trouve qu'au milieu de terrain, ça c'est aussi très très bien. Eric Garcia, qui est la grosse surprise, on va dire, du Barça, parce que c'est vraiment le couteau suisse. Il a été utilisé partout, il est bon partout, il n'a jamais été blessé. Donc ça, c'est super intéressant. Courtois derrière, c'est vrai que je le trouve hors norme, exceptionnel. Ça fait des années que ça dure. C'est un gardien, il est gigantesque, mais c'est hallucinant tout ce qu'il peut faire cette saison. Donc après aussi, pour derrière la défense, on va dire pro-Barça, avec Koubarsi, Garcia, Koundé. Bon, on joue un peu la stabilité parce qu'ils sont en tête du championnat et la défense est toujours important. Mais sincèrement, je pense que je pourrais choisir plus l'équipe type d'Edgar. Je pense qu'il y a des choix, Chavarria, Rafa Marin, c'est intéressant. Et après, dans la mixité aussi, Fornal, Pedri, j'aime beaucoup au milieu de terrain. Fornal, ce qu'il fait avec le Betis, super. Bon, Rémi, il ne faut pas se vexer. Hein. Non, mais je ne suis pas vexé. J'avais mis tous les joueurs, j'avais mis du FC Séville, mais bon, c'est pas grave. Hein, Oui, Julien Scudé, ça va marcher. Je vais l'ajouter à mon CV. Julien Scudé a choisi mon 11 de départ. Magnifique. Ça, Rémi le savait depuis le début que je devais noter quoi que ce soit. Il a mis Soissons. Exactement. Il a fait le faillot, comme on dit. Bon, c'est un régal, les gars. On s'est régalé encore une fois. Tiens, on veut s'amuser. Alors, ce podcast est écouté en audio, bien sûr, sur les plateformes, mais aussi vu à la télévision sur AfterFoot TV YouTube. Et ceux qui ne font qu'écouter ne savent pas que derrière lui, Julien a son armoire à trophées. Ah oui. Alors, je pense qu'il y a des vêtements dans l'armoire, mais au-dessus, il y a des trophées. Julien, faut que tu nous racontes ce qu'il y a au-dessus de ton armoire, là. Montre-en un, s'il te plaît. Non, il y a les. Ouais. J'ai gardé ça. Les petites coupes qu'on a eues de l'UEFA et tout ça. Oui, on a magnifique. Exactement. On essaye un petit peu les trophées. La Coupe du Roi ici, la deuxième Coupe du Roi. On a ici l'UEFA, la deuxième UEFA, la Super Coupe d'Europe. Celle-là, elle est belle aussi contre le Barça. Et puis ensuite, là, c'était aussi une Coupe du Roi, des représentations. Donc, je garde ça, comme ça me rappelle un peu ce qui s'est passé avant. C'est laquelle la plus forte pour toi, la plus forte émotionnellement là? Ici, il y a des factures. C'est les factures ici. Il n'y a pas les maillots. J'ai vu un lingot d'or quand même quand tu as ouvert légèrement l'armoire. Bref. Bon, Julien, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Toujours un régal de t'écouter parler football. Je rappelle que tu parles football, mais en espagnol pour Radio Marca et Movistar. Merci Edgar de t'avoir contacté et invité dans le podcast After Espagne. Merci à Julien surtout. Le meilleur et merci à Julien d'avoir été avec nous. C'était la dernière de l'année. On se retrouve dès début janvier pour un nouveau épisode du podcast After Espagne. On s'est régalé. Merci de nous écouter, d'être très nombreux. Vous pouvez noter également ce podcast sur toutes les plateformes. Mettre les étoiles qui vont bien, des pouces, tout ça. Merci Rémi, Edgar et encore une fois merci à Julien. Bye bye, bonne fin d'année à tous. RMC After Espagne.